Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télégoël. Nous sommes le jeudi 5 avril 2018. Au programme de cette édition, le Parc des Cities a célébré Pâques avec les enfants de l'agglomération de Lens-Liévin et d'ailleurs. La première édition du salon Entreprises et Territoires au Stade Bollaert de Lens. Le blocage des magasins Carrefour, l'Assemblée Générale de Rallens. Camille a testé pour vous la cryothérapie et on vous emmène au Louvre-Lens cette semaine admirer la belle exposition L'Empire des Roses. Notre invité du jour, Xavier Lamblay, nous invitera à la paix pour commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Et enfin, vos rubriques habituelles avec le sport de Fred Peter et l'agenda avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Valérie. Tu as passé de bonnes fêtes de Pâques? Très bonne fête, merci. Alors justement, Pâques, des œufs et des animations au Parc des Cities dimanche dernier. Effectivement, le dimanche 1er avril, pas de poisson, mais des œufs en chocolat et des animations pour ce jour de Pâques. Les équipes du Parc de Cities se sont mises en quatre pour faire plaisir aux petits comme aux grands qui ont laissé leurs bambins s'éclater dans les jeux gonflables et autres animations. La fête a permis aux nombreux visiteurs de cumuler jeux et balades avec un petit coucou aux animaux du parc. Rappelons que le parc est désormais ouvert toute la semaine de midi à 19h. N'hésitez pas à y emmener vos enfants, de nombreuses activités vous y attendent. Déjà présent depuis plusieurs années dans une dizaine de communes de la région, la première édition du salon Entreprises et Territoires de Lens avait lieu dans les salons de Bollaert jeudi dernier. Le but pour Coteo, la société organisatrice, est de faire se rencontrer les acteurs économiques du territoire et les collectivités locales pour favoriser l'économie locale. 90 sociétés étaient présentes, 22 entités partenaires et plus de 450 visiteurs. Un premier bilan plutôt positif donc pour Bruno Lee, directeur de l'agence Coteo. Alors le concept est probablement unique en ce sens où ce n'est pas uniquement un salon pour que les entrepreneurs se rencontrent, même si ces rencontres sont importantes. C'est aussi donc justement pour le coup le fait de pouvoir faire en sorte que les élus, les techniciens de collectivités puissent connaître beaucoup plus précisément encore l'offre locale. Il s'avère que, et le constat est le même partout, c'est qu'il y a encore énormément d'entreprises venant de loin, parfois de très loin, qui interviennent sur un territoire avec des conséquences notamment environnementales, avec des idées de déplacement, là où finalement il y avait les mêmes compétences qui existaient sur un territoire et que tout simplement les deux interlocuteurs ne se connaissaient pas. Un territoire qui va bien, alors c'est pas que ça, mais un territoire qui va bien, c'est aussi un territoire en ordre de marche où les décideurs publics et les décideurs privés prennent l'habitude de se rencontrer, prennent plaisir à se revoir et finissent par faire des affaires ensemble pour que ça puisse avoir un impact positif sur la vitalité économique et donc au bout du bout sur l'emploi. On ne juge pas le salon sur le nombre de visiteurs mais plutôt sur le nombre de contacts qui ont été engendrés, mais tout semble nous laisser penser qu'il faut être optimiste sur les résultats de cette journée et nous avons d'ores et déjà l'intention de renouveler ce rassemblement annuel en 2019. Un week-end de Pâques assez compliqué pour l'enseigne Carrefour, hypermarché filtré ou bloqué. Samedi dernier, faire ses courses dans certains magasins du groupe était quasiment impossible au vu de la forte mobilisation des salariés. Mobilisés pour défendre leurs emplois et leur pouvoir d'achat, les syndicats FO et CFDT ont annoncé plus de 300 établissements impactés en France et notre célèbre Carrefour de Liévin n'y a pas échappé, comme nous le montrent ces images. Nous y avons rencontré Sylvette Houlier, la déléguée syndicale de Force ouvrière Carrefour Liévin. Alors le mouvement aujourd'hui, c'est contre le plan Bompard, une menace pour l'avenir des salariés Carrefour.
Donc ce sont l'emploi et le pouvoir d'achat qui sont en danger par les décisions d'Alexandre Bompard, notre nouveau PDG, et des gros actionnaires du conseil d'administration. Donc Force ouvrière dénonce et conteste la suppression de 2400 emplois des salariés dans les sièges du groupe, 2200 emplois des salariés des magasins Carrefour Proximité, des milliers d'emplois à terme dans les hypermarchés du fait des 2 milliards annuels d'économies annoncées et de la réduction des 100 000 mètres carrés de surface de vente à venir. Force ouvrière dénonce également globalement le déploiement massif de nouvelles technologies dans les entrepôts et les surfaces de vente, sans concertation ni anticipation des conséquences sociales. La mise en location-gérance de 5 hypermarchés qui est également inacceptable en l'état, car elle fait perdre trop de droits aux salariés. Les salariés sont en colère pour leur pouvoir d'achat. L'annonce d'une prime de participation divisée par 10, soit en moyenne un montant de 57 € cette année. La cause principale en est la décision arbitraire de la direction qui a procédé à d'importantes provisions pour ne pas payer d'impôts. Alors que dans le même temps, les actionnaires continuent de se partager plus de la moitié des bénéfices du groupe, soit plus de 356 millions d'euros en 2018. La décision de Carrefour de compenser partiellement cette perte est intervenue de façon brutale et sans concertation. Cette décision a été vécue comme du mépris. FO revendique 600 € et pas 350 et veut en rediscuter. Pour FO, il est urgent que ceux qui dirigent notre entreprise revoient très vite la définition du terme dialogue social et reviennent discuter les revendications de Force ouvrière. Il faut également que le conseil d'administration, nos principaux actionnaires, apprennent celle du mot partage. Pour toutes ces raisons et afin de défendre nos droits et notre avenir, Force ouvrière a appelé les salariés du groupe Carrefour à la grève ce 31 mars 2018. Et on recommencera, donc par rapport à toutes nos revendications, ça sera les mêmes. On continuera. Tant que la direction ne veut pas reprendre le dialogue social avec nous, on continuera. Créé en 2009, Euralance, présidé par Sylvain Robert, met en relation les acteurs économiques et les collectivités autour du Louvre-Lens. Sa mission première est d'être un forum qui réunit plus de 100 acteurs, publics, privés, associatifs ou issus de la société civile pour mettre en lumière par sa communication les atouts que recèle le bassin minier, à la fois terre d'héritage et d'innovation. Vendredi dernier, l'association tenait son assemblée générale, engagement budgétaire, label Euralance, cercle de qualité, préparation des actions pour 2019, la chaîne des parcs ou encore le forum énergie étaient les sujets présentés et discutés par les différents intervenants. Marie Lavandier, directrice du Louvre-Lens, Sylvain Robert, président de l'agglo Lancier-Vin, des chefs d'entreprise, des représentants des communes et des agglos voisines, tous réunis pour faire bouger le territoire. L'Assemblée a salué également le travail de Bernard Massé, délégué général de l'association, qui quitte son poste pour prendre sa retraite. Mais les équipes mises en place continueront à travailler pour promouvoir le bassin minier. Sensibiliser les élèves de CM2 des écoles liévinoises aux dangers de la route, telle est la mission des animateurs du service scolaire de la ville. L'action menée est basée sur l'APER, l'attestation de première éducation routière, une grille de notation qui permet aux examinateurs de voir les acquis et les lacunes du code de la route des enfants. On regarde tout de suite un reportage de David Loriot. Donc on est venu pour une intervention de sécurité routière qui est organisée par la commune de Liévin. On est animateurs, donc nous trois ici. On travaille pour le service scolaire de la ville de Liévin. Voilà, ça fonctionne durant, on va dire, une partie de l'année dans toutes les écoles et essentiellement les classes de CM2. Alors, il y a d'abord une pratique qui est faite par les professeurs des écoles et nous on intervient uniquement pour la partie pratique, donc dans la cour d'école. Et les professeurs des écoles s'occupent de la partie théorie. Il y a des petits ateliers, donc nous concernant, il y a des petits ateliers qui sont mis en place. Donc on leur explique un petit peu les dangers du vélo sans casque et pourquoi on doit porter un casque. Voilà, et ensuite comment régler son vélo avant de monter dessus et de pratiquer à l'extérieur, donc en ville. Et puis pas de faire le fou en pleine ville. Et c'est le problème qu'on a assez régulièrement. Donc c'est ce qui est marrant, c'est quand on les croise dans la rue et les enfants nous reconnaissent, ils changent de comportement. Mais c'est vrai que ça,
peut pas trop y faire grand-chose. La seule chose qu'on peut faire, c'est justement, pendant nos moments avec eux, de leur expliquer le danger de la route. C'est juste à ce moment-là qu'on peut justement leur donner conscience que faire d'une roue, par exemple, en pleine ville, c'est extrêmement dangereux. Donc peut-être, dans un groupe de 10, on en sauve 3-4 qui vont passer. Donc voilà. On a quand même un rôle à jouer ici. Voilà. Alors la notification, elle est faite essentiellement pour les professeurs des écoles, donc c'est l'APER. Donc c'est attestation de première éducation routière qui permet aux enfants d'être évalués. Ça fait partie de leur cursus scolaire. Donc nous, on est là pour les aider un petit peu, les professeurs, pour mettre cette petite pratique en place. Comme on a le matériel à disposition, ça les aide un peu. Alors, tous ces critères-là, on les a sur la petite grille de notation, avec des acquis et des non acquis. On avait mis en place un petit diplôme qu'on envisage de remettre en place par la suite. Pour l'instant, on travaille comme ça uniquement, on leur donne des petites évaluations, des petites notes. Donc voilà. Par contre, ce qu'on fait, on sélectionne parmi tous les enfants le meilleur qui participe à un challenge qui est organisé par la CAL, Lens-Liévin. Donc ce petit challenge, il se fait vers juin. Parlons santé avec de la cryothérapie. La cryothérapie est, comme son nom l'indique, une thérapie par le froid qui atteint les moins 150 degrés. Mais rappelons-le, cette méthode n'est pas une médecine à proprement parler. Elle soulage certains maux comme les inflammations ou encore les douleurs musculaires ou les maladies de peau. Notre JRI, Camille Tombré, est partie tenter l'expérience et se plonger dans cet univers très froid en compagnie de notre JRI, David Loriot à Lens. Et vous allez le voir, elle a apprécié. La cryothérapie, c'est le principe de mettre une personne dans le froid pendant 3 minutes à environ moins 140, moins 150 degrés. Ça fonctionne avec de l'azote. C'est de l'azote liquide et qui donc arrive dans la cellule et qui est refroidi, enfin qui arrive en gazeux, qui est distribué pas par un seul endroit mais qui est diffusé dans la cellule pour que les gens ne se brûlent pas. Et qui est réaspiré au niveau de la tête pour que les gens non plus n'inspirent pas d'azote. L'azote, c'est 78% de l'air ambiant. C'est pas toxique, mais aussitôt qu'on dépasse ce taux-là, ça peut devenir très toxique. Donc les effets sont multiples. Au départ, ça a été réservé pendant très très longtemps aux sportifs, et surtout aux sportifs de haut niveau. C'était les équipes nationales très souvent qui les utilisaient pour la récupération, pour le traitement des blessures, des tendinites, pour les douleurs musculaires. Et depuis peu de temps, mais on va dire depuis 2 ans, ça s'est vraiment démocratisé et ça s'est ouvert à d'autres pathologies, toutes les douleurs inflammatoires, les problèmes de dermatologie, le psoriasis, l'eczéma, des choses comme ça. Pour le stress, l'anxiété, le bien-être. Mais les 2 grosses contre-indications vraiment formelles, c'est l'hypertension et l'infarctus récent. La personne, quand elle arrive, elle remplit un questionnaire de santé dans lequel on lui explique un peu toutes les contre-indications, le suivi de la séance de cryothérapie, parce qu'il y a des choses à ne pas faire juste après la séance et pas non plus juste avant la séance de cryothérapie. La personne après se met en maillot de bain ou en sous-vêtements. Moi je mets la machine en froid déjà, parce que le but c'est pas que le froid arrive progressivement. Il faut que la personne, quand elle arrive dans la machine, elle soit déjà, la température soit au moins à moins 110 degrés, pour qu'il y ait un stress vraiment au niveau de l'organisme. Et donc la personne rentre dans la machine, elle n'a pas bougé, elle est en sous-vêtements, elle a la tête qui est à l'extérieur de la machine pour ne pas inspirer d'azote. Et puis la température descend jusqu'à moins 140 degrés, un peu plus, et elle reste stable à moins 140 degrés pendant 3 minutes. Le temps optimum dans toutes les études qui ont été faites, c'est vraiment le meilleur délai. Ça n'a pas de sens d'aller plus loin, ça pourrait même devenir délétère, et on n'a pas d'effet bénéfique si on ne reste qu'1 minute dans la machine. Pour la température, c'est pareil. On peut faire des séances à partir de moins 110 degrés. Toutes les études montrent que la température idéale, c'est moins 140. Bon bah voilà, le test est fini. Alors c'est pas si froid que ça. Je sens mon corps encore un peu engourdi, mais c'est un super test.
C'est une première en France. Le Louvre-Lens propose une nouvelle exposition intitulée L'Empire des Roses, représentant l'art qajar du 19e siècle. Lors de son inauguration, le musée a reçu la visite de ses homologues iraniens qui se sont dit ravis de la mise en valeur des œuvres. La commissaire de l'exposition, Gwenaëlle Fellinger, a réussi son pari avec des œuvres exceptionnelles, scénographiées par le célèbre couturier français Christian Lacroix. Un reportage signé Camille Tombray. L'exposition que nous présentons aujourd'hui au Louvre-Lens et qui est intitulée L'Empire des Roses est une exposition qui traite de la production artistique de l'Iran au XIXe siècle sous une dynastie, sous le règne d'une dynastie que l'on appelle les Qajars. Nous avons réussi à obtenir des prêts tout à fait exceptionnels de la part des musées iraniens qui nous prêtent leurs plus grands chefs-d'œuvre pour cette exposition grâce à un accord de partenariat qui a été signé en 2016 entre le musée du Louvre et l'Ishto, l'Institut du patrimoine iranien. Les œuvres que nous présentons dans cette exposition sont très, très variées. Elles concernent de nombreux supports. Il y a de la peinture, des huiles sur toile, mais il y a aussi de la peinture sur papier, des manuscrits. Il y a également de la céramique, du métal, des laques, des émaux, des verres, bref, des textiles aussi beaucoup, des tapis notamment. Bref, toute une variété de matériaux et une vaste gamme de ces matériaux. L'art qajar est assez particulier et assez compliqué à définir en une seule phrase parce que comme il s'épanouit sur différents supports, il y a bien sûr de grandes variétés là aussi, mais s'il fallait le résumer de manière un peu brève, c'est un art qui se nourrit d'influences extérieures, en particulier d'influences européennes, mais pas uniquement, et qui réussit à en faire quelque chose de nouveau, quelque chose de tout à fait particulier, quelque chose qui lui est propre, et c'est véritablement en cela aussi qu'il est intéressant. Très vite, je me suis rendu compte que bien sûr, les œuvres se suffisaient, mais avaient quand même besoin, et pouvaient supporter surtout un arrière-plan coloristique marqué, parce que moi je suis très révérencieux, je ne tenais pas à être un rebelle ici du tout, parce que je me suis posé la question, je me dis, est-ce que la Galerie du Temps peut inspirer, est-ce que ces œuvres-là pourraient ne pas être présentées de cette manière aérienne, leur donner une légèreté nouvelle, et finalement non, je crois que c'est un travail, que c'est une époque, que c'est une culture qui marque son pouvoir vraiment avec force. Et paradoxalement, je trouve que cette force, elle aboutit à une grande, d'un côté martial, viril comme ça, barbu. Et en même temps, il y a une grande féminité dans le détail, on se perd, et c'est merveilleux. Et comme la thématique de Gwenaëlle était très précise, on a décidé que chacune aurait un espace dédié, signalé par une couleur spéciale, un camailleux de couleurs, et qu'on circulerait d'un espace à l'autre par des sortes de rues. L'exposition est ouverte du 28 mars au 23 juillet prochain. La dynastie que nous présentons, elle, a régné entre 1786, ou en tout cas c'est la date de ce début que j'ai choisi, qui est la date de son installation dans Téhéran, qui jusqu'alors n'était pas capitale, jusqu'en 1925. Du 19 au 22 avril prochain, l'association Centenaire de la Paix organise une grande manifestation autour de la paix, dont le point d'orgue sera une grande chaîne humaine de 15 000 personnes allant de Neuville-Saint-Va à Notre-Dame-de-Lorette. On accueille tout de suite Xavier Lamblay, l'abbé de l'église de Lens, qui nous présente cette grande action. Bonjour Monsieur l'abbé, bienvenue sur le plateau de Télégoël. Merci, bonjour à vous. Alors, vous êtes ici aujourd'hui pour nous présenter la fête de la paix organisée par l'association Le Centenaire de la Paix. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter cette association ? C'est une association qui s'est mise en place il y a 5 ans, dans le cadre des événements de 14-18, pour commémorer ce qui s'est passé il y a 100 ans, mais avec un regard sur la paix aujourd'hui. Comment construire la paix ? Et depuis 4 ans, du coup, on a mis en place des conférences, toutes sortes d'activités, des films et autres, pour donner à chacun le désir d'être acteur de paix là où il est. Donc il y a eu déjà des grandes manifestations qui ont été organisées sur notamment 1914 peut-être ? Il y a eu sur Lens, Arras et d'autres lieux des expositions, toutes sortes de petites manifestations. Mais on savait aussi quand on avait fondé l'association qu'il y aurait un point d'orgue, non pas un point final, mais un point d'orgue pour poursuivre après, qui aurait été cette grande manifestation qui se prépare là maintenant. En plus de 1918, 2018, voilà. C'est les 100 ans et c'est vraiment cette date de paix en fait.
Voilà, c'est que, bon, vu les événements qui se passent à travers le monde, comment chacun d'entre nous peut poser sa pierre pour la paix. Alors, on va parler de cet événement alors, qui a lieu donc, du 19 au 22 avril. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 4 jours? Le premier jour, le jeudi, on va accueillir des délégations étrangères d'Allemagne, d'Angleterre, de Belgique et autres. Et ils vont aller sur les lieux de mémoire, notamment l'anneau de la mémoire de Lorette, où il y aura une chorale de 600 enfants qui vont chanter la paix, et donc quelques prises de parole avec tel ambassadeur ou tel représentant religieux ou autre. C'est œcuménique, et puis c'est aussi c'est très ouvert comme rassemblement. Le vendredi, ça va se passer à Lille, où il y aura un forum sur la paix avec des conférenciers. Qu'est-ce que c'est que la paix juste? Et le samedi, il y a une rencontre à Arras, on devrait être 5 à 8 ou 10 000 personnes, avec des enfants, des jeunes, des gens d'associations diverses et variées, qui ont travaillé pendant plusieurs années sur la question de la paix et qui vont exposer tout ce qu'ils ont fait. Et voilà. Et on termine le dimanche. Entre-temps, il y a une marche de nuit entre Arras et Notre-Dame de Boulogne pendant toute la nuit, Notre-Dame de Lorette. Et ça se termine par cette chaîne humaine de 15 km. Alors, comment vous avez réussi à réunir, vous en êtes à combien de personnes pour l'instant qui participent à cette action et comment vous avez fait pour les réunir? Parce que c'est quand même 15 000 personnes à peu près vous attendez. Je ne sais pas s'il y en a moins et si vous en attendez encore, mais c'est une grosse action. Il nous faut 15 000 personnes pour réaliser ces 15 km, une personne au mètre. En fait, on ne les a pas encore. On en est à peu près au tiers, mais on est confiant, ça va maintenant. Et on relaie par les médias. Merci à vous de permettre ce relais. Et on fait savoir que c'est très très large avec des lieux de rassemblement qui vont permettre... Alors tout ça, évidemment, c'est organisé avec les services de la préfecture, qu'on remercie pour la disponibilité, la gendarmerie, toutes les municipalités. C'est une très très grosse organisation. Alors j'ai souvenir qu'on en a parlé l'année dernière. Ça fait combien de temps que cet événement se prépare? Alors, ça fait 3 ans qu'on est sur la préparation. Et effectivement, on passe beaucoup de temps maintenant dans les moindres détails, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Ça fait 8 mois de préparation intensive pour accueillir les différentes personnes, pour pas qu'il y ait de couac, pour que tout soit assez fluide. Oui, parce qu'en plus, ça vient de toute la France, mais du monde entier aussi, parce que ça vient d'autres pays. Alors, ça vient de partout. Principalement, ça viendra du Nord-Pas-de-Calais. C'est quand même assez local, mais on souhaite que, de fait, ça vienne aussi d'assez loin. On sait qu'il y a des délégations étrangères qui seront présentes. On peut penser aux Canadiens, les Canadiens, bien sûr, aux Anglais qui ont combattu sur cette terre aussi, qui peut-être... Qui devraient être assez nombreux. Voilà, mais on essaye aussi de mobiliser la population locale, les gens du Nord qui ont le cœur généreux. Et voilà, notre idée, c'est vraiment montrer aux personnes qui sont à l'autre bout du monde et ceux qui sont sous des événements terribles que nous, dans le nord de la France, en France, on veut la paix et on la construit avec nos petits moyens, mais on le fait. Voilà. Alors c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que c'est un événement qui est réservé qu'aux catholiques? Surtout pas. Évidemment, les catholiques ils sont bienvenus. C'est à l'initiative de l'Église catholique au départ, mais on travaille en partenariat avec les communautés musulmanes, avec les différentes communautés chrétiennes, anglicanes et autres. Et puis c'est aussi pour les gens qui n'ont pas de religion et qui croient en l'homme, qui croient en la paix et qui œuvrent de manière absolument magnifique dans des associations et des municipalités et autres. Et c'est vraiment universel. La paix, c'est tout le monde. Il ne faut pas être croyant pour croire en la paix. On croit en l'homme. D'ailleurs, l'association n'est pas une association religieuse à la base. Non, elle est multiconfessionnelle ou inconfessionnelle. Voilà, c'est très ouvert. Oui, donc c'est ouvert vraiment à tout le monde. Absolument. Voilà, quel que soit l'âge, quel que soit... Alors, d'ailleurs, comment fait-on pour vous rejoindre? Alors, il y a un site qui s'appelle faites-la-paix.org. Il suffit de cliquer sur le site et il y a toutes les informations que l'on veut. Donc, faites-la-paix.org. Donc, faites la paix, faites F-A-I-T-E-S. F-A-I-T-E-S, la paix, tout est collé. Faites, oui, il y a le jeu de mots de la fête, oui. C'est joyeux, mais c'est surtout un engagement. Parce que la paix, elle ne se fait pas en se tournant les pouces.
faut aussi la vouloir. Et je pense que c'est important aussi d'y aller en famille, peut-être. Alors, parce que pour faire rappeler aux enfants ce que c'était que la guerre. Absolument, c'est pour tous les âges. Venons en famille, parents accompagnant les enfants. On fait en sorte que les mineurs soient accompagnés, hein, ça c'est normal. Oui, c'est pour tous les âges. Et aussi même les personnes qui ont des difficultés à bouger. La chaîne humaine permet, selon les points de départ, à ce que les personnes à mobilité réduite puissent aussi participer. Voilà. Les plus sportifs iront plus loin et ceux qui ont plus de difficultés seront sur place. Alors, il y a des lieux de rassemblement alors pour participer à cette chaîne ? Alors, il y a 3 lieux de rassemblement. Le premier, c'est le terrain de foot de Neuville-Saint-Va. Donc, le terrain de foot de Neuville-Saint-Va. Le second, c'est le monument de Vimy. Mais pour accéder à ce monument, il y a 2 lieux, soit la ville de Givenchy, soit la ville de Vimy. Et le 3e lieu, c'est le parc René Cassin de Souchet. Voilà. Alors, on va rappeler les dates ? Oui. Pour la chaîne humaine en tant que telle, c'est le dimanche 22 avril. Rendez-vous à partir de 9h. Pour l'ensemble du rassemblement des 4 jours, c'est à partir du jeudi 18, donc jusqu'au dimanche. Et si des gens ont envie de marcher pendant la nuit du samedi au dimanche, il y a encore une 40aine de places, mais il faut être un peu sportif. Faire 23 km la nuit, ça va être fort. Et donc, on retrouve toutes ces informations sur le site internet. Est-ce qu'il y a une page Facebook aussi, peut-être ? Il y a une page Facebook, mais on retrouve aussi par rapport au site de tête comme ça. Enfin, il y a une page Facebook, oui, bien sûr. On essaie de communiquer tous les moyens possibles. Alors, est-ce que vous avez un petit message à passer aux téléspectateurs ? Oui. La chaîne humaine, on l'a appelé le moment propice. Pro, plus loin, peace en anglais, la paix. Et ce moment propice parce que, bon, malheureusement, si on parle du moment, si on vous dit « et tout le Bataclan », quelque chose en nous résonne, quelque chose de douloureux aujourd'hui. Parce que les mauvais jouent aussi avec les mots. Et ben nous aussi, on joue avec les mots. Le moment propice, quand demain vous parlez d'un moment propice qui n'a rien à voir avec ça, vous vous direz « tiens, il y a un jour, il y a 10 ans, il y a 15 ans, 15 000 personnes faisaient la paix. » Et du coup, ça va rester. Donc, vivons le moment propice ensemble. Alors, rendez-vous du 19 au 22 avril et surtout le 22 avril. N'oubliez pas, ils ne sont qu'un tiers. Il faut être 15 000, c'est un gros défi. Si vous voulez qu'on parle du territoire, si vous voulez qu'on parle de la paix, il faut vraiment rejoindre cette chaîne humaine. Un élément encore, si je peux me permettre ? Oui, allez-y. Le match de foot de Lens-Le Havre est un match pour la paix, dans le cadre de la Ligue 2. Donc, merci au staff lensois. Et les joueurs joueront avec le logo de Faites la paix sur leur maillot. Et voilà, donc tous les supporters lensois, allez Lens d'abord, mais allez la paix aussi. Oui, voilà. En plus, si on réunit tous les supporters lensois, il va y avoir une plus grosse chaîne encore. Ah bah voilà, alors il faut vraiment qu'ils viennent. Merci Monsieur l'abbé d'être venu nous parler de la paix, parce que je pense que c'est très important encore à l'heure d'aujourd'hui. On ne devrait plus devoir en parler, mais c'est encore important. À très bientôt sur Télégoël. Et tout de suite, on accueille notre ami Fred pour Saint-Louis Sport. Bonjour Fred. Bonjour Valérie, bonjour Nathalie. Bonjour et toi, tu passais de bonnes fêtes de Pâques ? Oui, de très bonnes fêtes de Pâques. J'ai d'ailleurs eu la visite non pas d'un lapin, mais d'un écureuil de Pâques. D'un écureuil de Pâques. Un écureuil en chocolat. Bah dis donc, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté, mais il n'est plus là. Il est plus là, tu l'as déjà mangé. Exactement. Alors on commence ce JT avec 3 points qui font du bien au RC Lens. Ce match était redouté par beaucoup de monde, aussi bien par les joueurs que par les supporters. Les 100 et or recevaient Châteauroux lundi dernier au stade Bollaert d'Eleulis et ils ont fait le travail avec un succès 2-1, obtenu grâce à des réalisations de Souleymane Diarra et de Walid Mesloub. Un match propre pour les joueurs d'Eric Sicora. Au classement, Lens remonte à la 14e place, s'éloignant de la zone rouge, gardée par Nancy et Quevilly-Rouen. Et justement, les Artésiens affronteront Nancy lundi soir dans un match très important pour le maintien. Cette équipe de Ligue 2 gagne, par contre la réserve s'incline en région parisienne. Elle avait pourtant remis les gaz en s'imposant face à la réserve de Reims à Avion, mais non, l'équipe de Franck Hayes cale à nouveau. Défaite 1-0 sur le terrain de Drancy, le but adverse a été inscrit par Guillaume Cousse, qui est un ancien joueur justement de la réserve. L'équipe B se retrouve à 2 points de la zone de relégation et comme les pros, elle va jouer son maintien jusqu'au bout. Ce week-end, les jeunes s'en vont en Corse défier Bastia Borgio, mené par un ancien Lensois, Jérôme Lemoigne.
On a parlé baseball la semaine dernière. Le JT Sport innove encore une fois cette semaine avec du tricot. Et oui, un club de tricot situé à Lens s'est lancé un défi fou, faire une grande écharpe aux couleurs sang et or. La ferveur lensoise se manifeste dans différents types d'actions autour de Bollaert, mais celle-ci est vraiment étonnante. David Loriot s'est amusé avec les aiguilles à tricoter pour Télégoël. Le carton, malheureusement, ça pique les dents. Eh bien, ici, vous êtes au dé à coudre au 44 rue de la Paix et tous les samedis après-midi, il y a un club de tricot. Donc, ces dames relèvent le défi que nous avons lancé pour la journée du 21 avril où nous allons organiser le marché de la mode et de la couture en collaboration avec le Racing Club de Lens. Et là, le défi, c'était de tricoter la plus longue écharpe sang et or que nous remettrons ensuite aux dirigeants du Racing pour l'exposer au sein du stade. Et alors, au départ, le défi, la longueur espérée, c'est de faire la longueur de toute la rue de la Paix. Mais j'espère, et je voudrais bien, qu'on arrive à faire l'écharpe pour faire le tour du stade. Mais ça, c'est pas encore gagné. Mais le premier défi, c'est tout au moins la rue de la Paix, parce que ce jour-là, le 21 avril, le Racing va faire une exposition au sein de l'ancienne Banque de France pour fêter ses 20 ans de champion de France. Et comme la Banque de France se situe rue de la Paix, c'était comme ils vont garnir la rue de petits drapeaux sang et or, nous on s'est dit, nous on veut pas de drapeau, on veut une écharpe. Et puis voilà. Bien sûr, pour ne pas que les gens la détendent et essayent de mesurer, l'écharpe totale va être roulée. Elle va être exposée sur une table dehors et les personnes qui seront intéressées, on aura des tableaux avec des cases, ils mettront leur nom, leur numéro de téléphone et le métrage qu'ils estiment, et la personne qui donnera au centimètre près la longueur exacte remportera un gros lot qui n'est pas encore défini puisque je rencontre à nouveau le Racing Club la semaine prochaine pour finaliser le projet. La compétition reprend ce week-end avec nos amis du volleyball. Le Volley Club de Arnes est bien positionné dans ses playdowns, se trouvant à la première place de cette poule. Et ce samedi, dans leur fidèle salle Maréchal, les filles d'Émilie Hipp vont recevoir Alain, qui va jeter ses dernières forces dans la bataille pour se sauver. Attention au piège donc pour les Arnésiennes. Le match commencera à 18h30. Et pour les messieurs du Arnes Volleyball, ils se rendent ce week-end du côté de Beleng, c'est dans le Valenciennois, dans un véritable match de la peur. Les deux équipes jouent leur maintien et elles cherchent à se sortir de cette zone de relégation. Arnes est 5e, tandis que Beleng est 7e. Les nerfs seront donc mis à rude épreuve et on souhaite bon courage au HVB. Merci Fred pour tous ces résultats de la semaine. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau tour sportif sur notre territoire. Oui, et on n'oublie pas le gala de boxe de ce week-end. Ce sera du côté de Liévin à la salle Noël Joseph. On retrouve tout de suite Nathalie pour notre agenda culturel. On démarre cet agenda en musique, Nathalie. On vous emmène danser sur les rythmes latinos de la salsa avec Michael Dinza le vendredi 6 avril à 20h au Colisée de Lens. Il va faire très caliente à Lens. De la musique toujours, mais cette fois-ci à la scène du Louvre-Lens. Oui, le Louvre-Lens accueille le samedi 7 avril à 19h l'ensemble Chez Mirani pour une soirée où seront dévoilées les possibilités infinies des percussions persanes. Une proposition de saison à Grenay. Oui, l'harmonie municipale de Grenay monte sur les planches de l'espace culturel Ronnie Couteur pour son concert de printemps ce dimanche 8 avril à 15h. On passe au cinéma. Pour accompagner l'exposition L'Empire des Roses, la scène du Louvre-Lens vous propose le mercredi 11 avril à 20h la projection du film Ten, film iranien essentiel du début du XXIe siècle et véritable prise de parole féminine. Cinéma également à la gare de Méricourt. L'espace culturel et public La Gare de Méricourt fait son cinéma et plus encore au programme vendredi 6 avril à 19h, projection du film La Vache de Mohamed Hamidi.
Samedi 7 avril à 10h, un petit déjeuner des lecteurs avec une sélection de documents très printaniers sur les thèmes des sorties, du jardin, de la marche et des pique-niques. Et à 14h30, un café vous sera proposé autour de jeux connus et peu connus. Pour les amoureux de la lecture, rendez-vous à Salomine. La Maison de l'Art et de la Communication de Salomine vous reçoit ce vendredi 6 avril à 19h la compagnie Sirène pour le spectacle « C'est quoi être une femme ?», une lecture de texte qui aborde l'identité de la femme et de ses droits et questionne aussi sur sa place avec humour et autodérision. Les utopistes debout à Avion, ça se termine. Le festival Les Utopistes debout se termine par une soirée théâtre à l'espace culturel Jean Ferrat d'Avion. Au programme, le vendredi 6 avril à 20h30, la pièce « Demandons l'impossible », projet de création 2018 de la compagnie Sens Ascensionnel, avec en fil conducteur un joli récit de mai 68 avec Mélissa. Une exposition sur notre territoire après plusieurs mois de résidence d'artistes à Losangoël. 3 artistes du collectif des Faux Amis, Anne Breton, Lucie Pastureau et Lionel Pralu, sont arrivés à la fin de leur résidence en partenariat avec l'Université d'Artois de Lens et l'association Porte-Mine. Le résultat, venez le découvrir lors de leur exposition dès mercredi prochain et ce jusqu'au samedi 14 avril de 14h à 19h. À la Maison de l'Ingénieur. On retrouve Anne Breton en pleine préparation. La thématique de la résidence, c'était territoire vécu, perçu, ressenti. Et nous, on a décidé de l'explorer à travers le prisme du coup de foudre. Donc on a mis en place pas mal de récoltes de coups de foudre, notamment où les gens se livraient leurs aventures, des choses vécues. Qui pouvaient mettre en jeu leurs sentiments. On a décidé de mettre certains de ces coups de foudre en scène, par exemple, ou de faire des photos aussi à partir de ces textes. Ensuite, on a exploré le territoire d'une autre manière, par rapport au territoire, au paysage sensible, donc par le biais de photos, de paysages que les étudiants, les habitants, les personnels de l'université nous communiquaient. Puis il y a des photos qui ont été prises. On a travaillé aussi avec des publics avec Culture Commune, à la réalisation de CAFU, du foulard des trieuses dans les mines. On a aussi exploré la technique du cyanotype dans des portraits, des photomontages. On a travaillé avec le Louvre-Lens pour les 5 ans du Louvre-Lens pour l'accueil des trésors nationaux. On a réalisé une série de t-shirts qui ont été envoyés à l'étranger et ensuite photographiés. Donc il y a eu une expo aussi organisée là-bas et puis des rencontres aussi à partir de ce travail, de ce projet. Nous sommes 3, donc Lucie Pastureau, Lionel Pralu et moi, Anne Breton. Donc on a travaillé de septembre à avril, à raison d'un mois sur 2, une semaine sur place à l'université d'Artois, donc l'IUT de Lens, la fac Jean Perrin et les STAPS de Liévin. Donc voilà, le vernissage qui clôture cette résidence aura lieu à Porte-Mine, mardi 10 avril à partir de 18h et on vous attend nombreux. On termine cet agenda avec le Festival des Enchanteurs qui aura lieu à Annay-sous-Lens le 6 avril. Oui, les enchanteurs y seront avec un groupe de musiciens fort bien sympathiques. 5 marionnettes sur ton théâtre. Ils sont venus nous rendre visite à Télégoël pour nous présenter leur concert. On les écoute tout de suite au micro de Flavio Spatafora. Les feux du bal se sont éteints, il ne reste qu'Hélène.
Bonjour, moi c'est Benjamin. Moi c'est Cyril, on fait partie du groupe 5 marionnettes sur ton théâtre et il en manque un qui s'appelle Rico, à qui on dit bonjour, qui ne nous regarde pas d'ailleurs parce qu'il n'a pas Télégoël. 5 marionnettes sur ton théâtre, c'est donc un trio de chansons. Voilà, on a plein de chansons de styles un petit peu différents. On essaye d'adapter un petit peu notre musique aux textes qui sortent, on compose tous les trois et on chante tous les trois. Dit-elle, mon espace de caresse, elle a un cœur si énorme qu'il prend de la place. Alors, ça tombe bien cette question parce qu'à partir de septembre 2018, nous fêterons nos 50 groupes. Du coup, va s'enchaîner de septembre 2018 à septembre 2019 une tournée des 5 ans qui, ma foi, commence à être bien fournie. Nous sommes très contents, donc ça fait bien 5 ans que nous existons. Nous sommes encore tout jeunes, tout frais dans notre existence. Les feux du bal se rallument et l'on ne voit qu'Hélène. Je peux dire un petit mot aussi sur Carnet de la Marge, l'album qui est sorti donc en décembre. Voilà, c'est un album de 16 titres avec 16 chansons de styles assez différents et ce qui nous réunit vraiment profondément dans ce CD là, c'est nos textes, je pense, on peut le dire. Et voilà, du coup on a eu plein d'invités. Il y a Mourad de la rue Catanou et de mon côté punk qui est venu participer à l'album. Il y a Mafout de Priska, on a quelqu'un qui est venu faire un didgeridoo. Faustine que vous avez vu juste avant, du coup qui a enregistré sur 2 morceaux avec nous, et une participation électronique sur le dernier morceau avec Yoregbi. Du coup, il y a quand même pas mal de textes qu'on va dire, entre parenthèses, engagés, plutôt des constats colériques de ce qui nous entoure, en tout cas. Il y en a un paquet. Il y a des portraits de vie, il y a des situations, il y a des... En fait, les choses de la vie, quoi. C'est assez simple. C'est juste tout pomper sur ce qui nous entoure et mettre ça en texte, quoi. C'est ça qui nous intéresse, en tout cas. Ah ouais, on a le même... Mais oui. Rendez-vous le 6 avril, vendredi soir. À Annay-sous-Lens. À 20h30. À l'espace Daniel Bergeron pour les enchanteurs. Voilà, c'est sur ce très beau morceau de musique que nous terminons ce JT. Merci Nathalie, merci Fred, merci à toute l'équipe de Télégoël, merci aux élèves, aux professeurs et aux proviseurs du lycée Hennebique de Liévin qui sont venus nous faire une petite visite. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle édition. En attendant, ça se passe sur le net et les réseaux sociaux Facebook, Twitter et YouTube.